Bonsoir à toutes et à tous. François Fillon est du genre coriace. Il a traversé la crise à l'UMP, l'affaire Jouillet, le retour de Sarkozy, la tornade Juppé, les mauvais sondages. Et pourtant, le troisième homme de l'UMP croit toujours en ses chances et en sa méthode. L'ancien Premier ministre défend la rupture, la réforme. Il la veut en traitement de choc et pas à dose homéopathique. Mais difficile d'être audible sur un projet quand François Hollande surfe sur l'unité nationale, quand l'Europe craint la guerre totale en Ukraine et quand l'UMP se déchire sur le FN. Claude Veil mettra les pieds dans le plat. Et si l'avenir de l'UMP, c'était le PS? Vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. C'est parti. Drôle de course. Virage glissant, reprise, poussive, frustration du pilote qui rêve de sensations fortes. Ça avance pas beaucoup, hein. Ce jour-là, François Fillon participe à l'enregistrement d'une toute nouvelle émission. Son défi, battre un record de vitesse dans une voiture low cost. Pour la pole position, il manque encore quelques chevaux sous le capot. J'aurais envie de me faire des journalistes, là c'était pas loin. Hein. Mais lorsqu'un ancien Premier ministre s'amuse, la politique n'est jamais bien loin. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en sport automobile, il faut être calme et il faut être assez rigoureux et assez sérieux. Voilà. Et c'est pas toujours la qualité principale des hommes politiques. C'est la vôtre ? Je sais pas, on dit ça. François Fillon, vedette d'un show télé. Lui, d'ordinaire si discret, si rare dans les médias. À la traîne dans les sondages, le candidat déclaré aux primaires aurait-il enfin décidé de se dévoiler ? Pas sûr. Il n'y a rien de politique dans tout ça et il n'y a rien qui corresponde à un plan de com, je vous assure. J'aime bien faire les choses que j'aime et j'aime pas, comment dirais-je, être à contre-emploi et là je suis pas à contre-emploi. Et puis ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est parler pour ne rien dire. Les petites phrases, les polémiques. Au plateau télé, le Sarthois préfère l'ambiance feutrée des palais de la République. Au lieu temple de la nation où l'ont précédé ses héros ou mentors. Pour moi, c'est un bureau historique parce que c'est le bureau de Philippe Séguin. C'est le bureau qu'il a occupé à plusieurs reprises quand il était dans l'opposition. J'étais moi-même sur le même palier dans un petit bureau juste en face. C'est quelqu'un qui travaillait, qui écrivait ses discours, qui ne se laissait pas aller à l'improvisation, qui détestait tout ce qui était superficiel, qui n'aurait jamais répondu à une caméra de télévision sur un trottoir et qui avait une conception de la vie publique exigeante, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce que je retiens de lui. Des souvenirs. À l'Assemblée nationale, François Fillon n'en manque pas. Ancien attaché parlementaire, devenu député à 27 ans. Plusieurs fois ministre, et même le premier d'entre eux. À l'époque, il défendait ses propres projets de loi. Aujourd'hui, il se contente des bancs de l'opposition. Nostalgique ? Pas son genre. Quelques regrets tout de même. Nous avons tous notre part de responsabilité. J'assume la mienne et me reproche de ne pas avoir fait davantage pour réformer notre pays. Alors François Fillon travaille pour l'avenir. Au siège de Force républicaine, son QG, il consulte, élabore son plan de bataille. Quand vous êtes allé participer à l'émission Top Gear France, il y a eu pas mal, ça a très bien marché, il y a eu pas mal de likes. Son projet, une thérapie de choc. Fini les 35 heures, retraite à 65 ans pour tout le monde. Face à Juppé et Sarkozy, il faut se distinguer. Oui, c'est ça qu'il faut mettre en avant plutôt. Pour l'instant, c'est clair, j'ai le projet le plus radical. On me le reproche d'ailleurs même, on me dit que c'est pas possible de se faire élire avec un projet aussi radical, que c'est churchillien, thatchérien, du sang et des larmes, etc. Alors qu'en réalité, je pense que c'est le seul projet, pour le moment en tout cas, sur la table qui soit de nature à redresser la situation économique du pays, donc à redonner du travail aux gens. Et puis François Fillon n'a plus vraiment le choix. Pour rester dans la course, il va devoir prendre des risques. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Vous êtes un homme de rupture, vous souhaitez la rupture en politique. Est-ce que vous êtes prêt à faire la rupture avec vous-même ?
Je ne sais pas si c'est nécessaire. La rupture qui est nécessaire, c'est une rupture pour notre pays qui s'est enfermé depuis 30 ans dans des politiques ultra-protectionnistes au sens où on a cherché à protéger. Il faut un homme pour incarner la rupture. Il faut surtout un homme qui fasse le diagnostic d'abord. Pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup. Il faut un homme qui ait fait la démonstration au long de son parcours politique qu'il était capable de tenir face à des situations, comment dirais-je, difficiles. J'ai fait beaucoup de réformes difficiles. On m'a toujours d'ailleurs confié plutôt des réformes difficiles. Et puis il faut un homme qui soit capable de rassurer les Français. Voilà, je pense que c'est ça le bon cocktail. Alors l'homme, justement, vous êtes parfois illisible. Pardon, vous le dire comme ça. On vous voit sur un circuit détendu qui prend des risques. Vous défendez la rupture, l'audace. Et en 5 ans, à Matignon, les Français n'ont pas vu forcément cet homme-là. Vous n'êtes pas apparu comme un homme d'audace qui voulait entraîner, qui voulait porter une différence, une singularité. Ça ne vous a pas échappé que je n'ai jamais été président de la République. Ça ne vous a pas échappé. Mais c'était quand même vous-même à ce moment-là. Mais quand on est Premier ministre, on met en œuvre la politique qui est celle pour laquelle les Français se sont prononcés à l'occasion de l'élection présidentielle. Et on n'improvise pas je ne sais quelle rupture qui n'a fait l'objet d'aucun débat démocratique. Donc à Matignon, j'ai rempli la mission qui était la mienne, qui a consisté à mettre en œuvre le projet politique qui était celui de Nicolas Sarkozy, qui avait été approuvé par les Français, que j'approuvais d'ailleurs et que j'avais assez largement participé à construire. Ensuite, mon rôle à Matignon, ça a été d'essayer, dans des circonstances difficiles, comment dirais-je, d'introduire parfois un peu de rigueur dans les analyses, mais mon rôle n'était pas de mener une politique nouvelle, différente, de rupture avec celle du chef de l'État. À quoi ça aurait rimé, à quoi ça aurait ressemblé. Je ne parlais pas forcément de la ligne politique, vous le savez très bien. Pardonnez-moi d'y revenir. La question de l'homme se pose vous concernant et concernant votre parcours. Je reprends les mots qu'on a entendus dans le sujet d'Élisa Coudray et David Lemarchand. Conception de la vie publique exigeante. Vous parlez de Philippe Séguin. Calme, rigoureux, sérieux. À un moment donné, pour être candidat à la présidentielle, vous êtes gaulliste, vous savez, c'est la rencontre entre un homme et un peuple. Les Françaises ont besoin de savoir qui. Tout ça, ce sont des billevesées. Tout ça, c'est tout ça, c'est comment dirais-je. Vous pensez vraiment que je ne vais pas me comparer à lui, mais que le général de Gaulle se livrait sur les plateaux de télévision? On savait qui c'était absolument. On savait qui c'était, pas du tout. C'était raccord. Non, je pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, d'ailleurs, souvent son image aujourd'hui est très galvaudée. Elle est souvent très éloignée de la réalité. Qui sait, par exemple, qu'en 1958, il a mené une politique extrêmement libérale pour, comment dirais-je, faire redémarrer l'économie française. Vous céderez pas, hein? Ou que c'est lui. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas grave, vous céderez pas. Vous ne jouerez pas ce jeu-là. Je pense que la politique, ça n'est pas un jeu. Je pense qu'on n'est pas des acteurs. J'ai souvent dit qu'on n'était pas des stars. Ça ne m'a pas empêché d'ailleurs pendant 5 ans à Matignon de sortir de cette épreuve avec des sondages exceptionnels, ce qui montre bien que voilà. Je pense que vous savez, il faut accepter à un moment donné de séduire. Les Français ont énormément de mépris. Pour les la com, pour la posture, oui. Pour les responsables politiques et pour les responsables médiatiques, parce qu'ils ont le sentiment qu'au fond, ensemble, ils construisent une sorte de discours qui est totalement irréel et qui ne débouche jamais sur de véritables réalisations. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui m'ont appelé, avant de préparer cette émission, des gens qui vous aiment beaucoup, qui sont vos proches, et qui m'ont dit « Caroline, je te jure, je cite, il a changé de manière époustouflante. » Et je lui ai répondu « Ça ne se voit pas. » Vous avez changé ou pas dans ce moment-là de parcours personnel vers la présidentielle? Eux le ressentent comme ça. Ce qu'ils ressentent peut-être, c'est que ma détermination est totale. C'est que j'ai mis en place, comment dirais-je, une sorte de processus pour permettre l'élaboration d'un projet politique qui est vraiment un projet politique de rupture et qui est le fruit d'un travail très long avec les Français. Mais pour le reste, pardon, mais on change jamais. On ne change pas. On change jamais. Les gens qui changent, les gens qui disent qu'ils changent, ce sont des comédiens. Donc ce sont des gens qui dissimulent leur propre personnalité. Et je pense que les Français n'ont pas envie de se confier une nouvelle fois à quelqu'un qui aurait dissimulé sa personnalité. Que les choses soient dites une fois pour toutes. Prenez-moi comme je suis. Et François Fillon, c'est comme ça. C'est parfois un peu taciturne. C'est parfois un petit peu rentré, un peu... C'est pas grave, c'est comme ça. La France a vraiment besoin d'un projet politique.
Alors, Voilà, il et y a un c'est ça le problème. sujet. Et c'est ça le sujet. Et vous avez raison, c'est le c'est pour sujet ça dont que vous êtes personne là. ne parle jamais. On va attendre 15 jours avant l'élection présidentielle pour commencer à se préoccuper réellement du projet politique, parce qu'on aura passé 5 ans à faire le concours de beauté entre les candidats. Certainement pas ici. On a 1 heure d'émission, on va en parler. Pas de vous, naturellement. Naturellement, vous en parlez sans doute, et c'est pas grave, je le prends très bien. Et cette question d'un téléspectateur, je suis prêt à voter pour vous, mais comment être sûr que vous appliquerez votre programme à la lettre? C'est ça votre sujet. Bien sûr. Voilà pourquoi je vous parle de vous. C'est une question qui se pose à tous les responsables politiques français, quasiment, parce que, à ma connaissance, il n'y aura comme candidat crédible à l'élection présidentielle que des hommes et des femmes qui ont un passé politique et qui, pour beaucoup d'entre eux, ont déjà beaucoup gouverné. Donc la question, elle se posera pour tout le monde. Mais je la comprends parfaitement, et je comprends que les Français se la posent, et c'est la raison pour laquelle j'essaye de construire pas à pas ce projet politique, d'aller à leur rencontre, et il y a encore du temps pour le faire. Et puis, j'essaie de montrer que mon passé, que mon histoire politique n'est pas faite de renoncement. Car en réalité, dans toutes les fonctions que j'ai occupées, j'ai toujours été au bout des missions qui m'avaient été confiées, y compris quand elles étaient très difficiles. On a oublié que privatiser un grand service public comme les télécoms, c'était pas juste une mission facile. On vous a entendu quand même dans le sujet dire que vous n'étiez pas allé assez loin. Dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et pendant lequel j'étais le Premier ministre, je dis qu'on n'est pas allé ensemble, collectivement, au bout des choses, parce que, premièrement, on n'a pas fait, en 2007, comment dirais-je, le constat suffisamment précis et peut-être grave de la situation qui était celle de l'économie française. Et ensuite, parce que le projet politique pour lequel Nicolas Sarkozy avait été élu ne nous permettait pas de le faire. Vous avez un projet en construction. Par exemple, on n'abroge pas les 35 heures si on n'a pas dit aux Français avant l'élection présidentielle qu'on allait le faire. Là, pour le coup, ça fait partie des choses que vous proposez d'ores et déjà. Vous avez un projet audacieux. Vous dites, je suis tel que je suis, c'est ma personnalité, j'ai un passé, j'ai mené des grandes réformes, je n'ai jamais reculé. Et pourtant, pardon de revenir à quelque chose qui va encore vous paraître superficiel, mais les sondages, les sympathisants UMP, qui sont quand même votre famille politique, vous mettent aujourd'hui à la 4e place quand on leur pose la question de savoir qui serait le mieux à même de conduire leur couleur en 2017. Tout ça n'a aucune importance. D'abord, il faut savoir que depuis 2 ans, j'ai dû affronter quelques épreuves. D'abord, une élection volée. Ensuite, 2 années pendant lesquelles l'UMP a été dirigée d'une manière qui n'était pas digne d'un grand parti politique. Je dois dire d'ailleurs et reconnaître que depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, au moins de ce point de vue-là, ça a changé. Il y a désormais, comment dirais-je, un peu de respect mutuel et de débat démocratique. Mais surtout, la question principale, c'est quand la brume se lève, on découvre le paysage. Bon. Et la brume, elle se lèvera au moment de la primaire qui va être organisée à l'UMP. Et à ce moment-là, vous verrez que je serai dans le paysage. Voilà, c'est ma conviction. Je ne vais pas vous la faire partager aujourd'hui, mais simplement, vous me réinviterez. Moi, c'est pas le sujet, mais aux gens qui vous regardent, me réinviterez à ce moment-là pour une raison très simple, c'est que je porte un projet que personne d'autre ne porte. Voilà. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'autre portait un projet équivalent, je ne sais pas si je serais candidat à cette élection présidentielle, parce que je ne le suis pas pour moi. Je le suis parce que, après avoir été à la tête de collectivités locales, après avoir été à la tête de plusieurs ministères, après avoir été à la tête du gouvernement, j'ai la conviction que la France pourrait être la première puissance européenne. Et que c'est un énorme gâchis, au fond, de voir ce pays continuer à s'enfoncer dans une sorte de marécage, de décroissance, de déclin, de décadence, simplement parce qu'on n'a pas le courage d'affronter les problèmes en face. Voilà. Est-ce que vous doutez parfois ? Est-ce que quand vous voyez ces sondages-là, quand vous lisez les commentaires, vous doutez parfois ? Non, je doute pas, parce que ce qui compte, c'est le projet que je vais présenter aux Français. Et puis, il y a un moment où les Français vont choisir, et on verra bien. Et je sais que c'est une élection difficile, et je sais que le projet que je propose et que je vais proposer est un projet qui est difficile, qui suppose des efforts. Mais tant que je n'aurai pas été jusqu'au bout de cette confrontation avec les Français, je n'aurai aucun doute. Parce que j'ai la conviction que c'est un projet juste que je porte. Voilà. Une petite explication sur une phrase que j'ai trouvée dans un article qui vous est consacré dans Le Point. Hollande a cherché à me tuer.
Bon, Vous le rediriez, ça? Ce sont vraiment des mots à vous? C'est pas une interview, comme vous avez pu le constater, c'est un portrait qui est fait par une journaliste et qui, c'est donc des choix qui lui appartiennent et que je respecte complètement. Il est incontestable, et je pense que j'aurai l'occasion de le prouver dans un procès qui aura lieu dans quelques mois. Il est incontestable qu'on a cherché à me nuire à travers cette affaire Jouillet, comme on dit. Parce que vous êtes le plus dangereux, c'est ça votre lecture des faits? En tout cas, il y a une stratégie d'élimination des candidats dangereux à l'élection présidentielle. Alors je ne sais pas d'où elle vient, mais enfin je vois à qui elle profite. Alors on avance, on reviendra naturellement sur la politique et sur l'UMP, mais d'abord l'urgence, c'est la crise internationale et ce qui se passe en Ukraine, c'est pas loin, hein, c'est à 4 heures de vol de Paris. Vous avez vu la une du JDD aujourd'hui. Une question avant d'aller tout de suite sur le terrain avec un reportage. Est-ce qu'on peut encore éviter la guerre totale? Oui, bien sûr, mais bien sûr. Enfin, la guerre totale entre... Des mots utilisés par Laurent Fabius. La guerre totale avec qui? Avec la Russie? Enfin, j'ai même du mal à prononcer ces mots, tellement c'est absurde par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui, par rapport à la réalité de la Russie, par rapport à la réalité de l'Europe. C'est absurde. Il n'y a aucune raison de faire la guerre avec la Russie. Donc, oui, je pense que le bon sens va finir par l'emporter. On a accumulé depuis 2 ans énormément d'erreurs dans la gestion de cette crise. Et nous allons y venir dans le détail, si vous le voulez bien, mais je vous propose d'aller d'abord sur le terrain, parce que c'est bien la paix en Europe qui se joue avec ce dialogue entamé avec Vladimir Poutine. Rien de concret pour le moment, mais François Hollande et Angela Merkel ne ménagent pas leurs efforts pour tenter d'arracher un cessez-le-feu et un plan de paix durable. Ils se retrouveront mercredi. En attendant, sur le terrain, il y a naturellement urgence. Reportage Maxime Bauthier, Stéphane Lopez et Lise Barcellini. Officiellement, les armes se sont tues pour 2 heures. Mais le bruit sourd des obus résonne encore au loin. Debaltseve sur la ligne de front. Depuis mi-janvier, la ville ukrainienne résiste face aux assauts des séparatistes. Une ville bombardée, épuisée. Les civils peuvent fuir la ville aujourd'hui, mais le cessez-le-feu est relatif. La route qui mène à la ville est toujours la cible de bombardements. 2 heures, pas plus, de cessez-le-feu. Ce bâtiment public a été réquisitionné. Tous ici font la queue pour un morceau de pain, des conserves, des pâtes. À l'extérieur, une femme lance un appel pour que les efforts de paix aboutissent. S'il vous plaît, je vous en supplie, stoppez cette guerre. Les gens n'en peuvent plus, après 7 mois de combat. S'il vous plaît, arrêtez cette guerre dont personne ne veut. Les bombardements vont bientôt reprendre. Il faut se décider, rester ou fuir. Ces quelques bus les amèneront à 20 km de là, dans une zone contrôlée par l'armée ukrainienne. Viens ici, laisse-moi t'embrasser. Tout va bien se passer. C'est une guerre réelle. Ils tuent nos frères, nos sœurs, et personne ne peut stopper cette escalade. Il faut trouver une solution. On est dans l'impasse. Cette guerre est une impasse, vous comprenez? Des habitants qui rêvent d'une paix durable. Depuis 72 heures, les chefs d'État allemands, français, ukrainiens et russes négocient. Un espoir pour les combattants ukrainiens, à bout de force. Sans l'aide de l'Europe, des Américains et de l'OTAN, on n'arrivera jamais à stopper nos ennemis russes. Ils sont bien trop puissants et leurs forces sont bien supérieures à celles des Ukrainiens. Cette négociation, ça devrait nous aider. Mais tant que ce sont des promesses, nous n'y croirons pas. Je pense qu'on va devoir régler le problème nous-mêmes. Il y a des discussions, mais pas beaucoup d'actions. Le sort de Debaltseve, assiégé par les séparatistes, est aujourd'hui l'un des enjeux stratégiques des négociations avec Vladimir Poutine. Et donc il y a un rendez-vous prévu mercredi entre Vladimir Poutine, Viktor Poroshenko, Angela Merkel et François Hollande. Est-ce que vous soutenez les choix de la diplomatie française dans ce moment-là? Non seulement je les soutiens, mais je les réclame depuis des mois et des mois. Ça fait des mois que je dis à François Hollande, il s'était même moqué de cette formule dans une conférence de presse, prenez un avion avec Mme Merkel et allez voir Vladimir Poutine. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'y a que les Européens qui peuvent résoudre cette crise. Les Américains ont multiplié les erreurs et d'une certaine façon, aujourd'hui, ils sont un peu discrédités pour régler la question avec Poutine. Ils l'ont
diabolisé, ils en ont fait l'ennemi, comme si l'Amérique avait toujours besoin d'avoir un adversaire. Monsieur Poutine a beaucoup de défauts, la Russie connaît des dérives, mais il est très très loin de l'image qui est donnée de lui. J'entendais récemment un responsable de l'OTAN expliquer que Poutine allait attaquer les États baltes. Mais enfin comment est-ce qu'on peut, quand on est responsable, parler comme ça, de façon aussi imprudente et avec un risque d'attiser un conflit? Il y a même un rapport du Pentagone qui laisse entendre que Vladimir Poutine serait autiste. Vous avez vu passer ça aussi. Donc ça fait partie de... J'ai lu une étude qui montre que la presse américaine est plus dure avec Poutine qu'elle n'était avec les dirigeants soviétiques. Donc enfin, tout ça est juste ridicule. Petite parenthèse, quand les Américains disent qu'il faut armer l'armée ukrainienne... Oui, bien sûr, il faut créer une guerre en Europe qui se terminera par un désastre dont les Américains se laveront les mains comme d'habitude parce qu'ils ne sont pas en Europe. Et franchement, ils ont fait suffisamment d'erreurs ces dernières années par, comment dirais-je, l'absence de véritable vision historique et de long terme. Mais à quoi ils jouent selon vous ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Il y a une sorte voilà, c'est une simplification des choses. Il y a un adversaire qui a violé le droit international, qui est la Russie, et puis il y a un pays, l'Ukraine, qui appelle à rentrer dans l'OTAN. Et donc, il faut choisir son camp, au fond, c'est ça la position américaine. Mais ce n'est pas du tout le sujet, il ne faut pas choisir son camp, parce que l'Ukraine est un pays qui a à la fois des relations avec l'Europe et avec la Russie. Donc c'est un pays qui ne peut pas être en Europe. On n'a pas quand même un petit problème avec Vladimir Poutine, quand même, François Fillon. Lorsqu'il dit « la Russie ne compte faire la guerre à personne », lorsqu'il dit « c'est une guerre civile », et qu'il nie le fait d'envoyer des troupes pour aider les... Il n'envoie pas plus de troupes que les Américains en envoient dans des tas de pays, soit sous couvert d'opérations secrètes, soit directement. Enfin, on a quand même envahi l'Irak il n'y a pas longtemps, c'était une violation du droit international. Je ne dis pas que c'était un régime qui était sympathique. On a donné l'indépendance au Kosovo contre toutes les règles du droit international. Donc quand c'est l'Occident qui mène des opérations de ce type, c'est bien. Quand c'est pas nous, c'est pas bien. Donc on laisse gagner du territoire en Ukraine. Mais ils ne gagnent pas de territoire. Enfin, on peut revoir la carte ou pas? Non, mais attendez, ce sont des Russes qui habitent là-bas. C'est pas l'armée. C'est pas l'armée. Ils ne sont pas du tout aidés par des je ne dis pas qu'ils sont militaires russes. Bien sûr qu'ils sont soutenus par des militaires russes contre un gouvernement de Kiev qui est entré dès le début dans un conflit avec une minorité qui doit représenter 20 ou 30% de la population. Donc la frontière, elle est toujours la même et à ma connaissance, il n'y a pas de revendication de la Russie en dehors de ce qui s'est passé en Crimée. Comment concrètement on peut arriver à un cessez-le-feu? Au début, on a fait beaucoup d'erreurs. On a promis à l'Ukraine qu'elle rentrerait en gros dans l'Union européenne, ce qui était scandaleux parce que d'ailleurs ça ne se serait jamais produit. On a laissé entendre que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN. On a négocié, il y a eu un accord de paix qui a été négocié à Kiev, avec Laurent Fabius d'ailleurs, au moment du début de cette crise. 24 heures après, on s'est essuyé les pieds sur l'accord de paix. Voilà. Et maintenant, on présente Poutine comme étant un danger pour le monde entier. Bon, donc tout ça, c'est une sorte c'est comme un engrenage auquel on assiste impuissant. Et qui conduit un pays qui est quand même, pardon, mais c'est le plus grand pays du monde en termes de population. Et c'est une puissance nucléaire. Et c'est une puissance nucléaire. Et puis c'est un pays, enfin c'est un grand pays. On peut pas l'humilier, on peut pas lui marcher dessus. Mais comme comment est-ce qu'on en sort là, concrètement? Comment on en sort? On en sort comme François Hollande et Angela Merkel sont en train de le faire, en allant voir Poutine et en cherchant une solution qui soit une solution où tout le monde y trouve son compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. François Hollande l'a dit. Et François Hollande l'a dit, et c'est une position constante de la France. Deuxièmement, l'Union européenne ne doit pas négocier des accords exclusifs avec l'Ukraine, elle doit négocier des accords avec l'Ukraine qui laissent une place au dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Troisièmement, il faut maintenant, parce qu'on est allé tellement loin, un régime avec une autonomie suffisante pour les régions qui sont peuplées de russophones pour qu'ils aient leur libre administration et qu'ils aient le sentiment qu'ils vont pouvoir décider un peu de leur destin. Est-ce qu'il faut lever les sanctions économiques? Et à ce moment-là, il faudra lever les sanctions économiques en même temps. Moi, j'ai toujours pensé que ces sanctions économiques ne conduiraient nulle part. Enfin, qui peut penser qu'on va faire céder un pays comme la Russie avec des sanctions économiques? Enfin, c'est pas le Luxembourg. C'est comme si vous aviez en face de vous un ours extrêmement, beaucoup plus fort que vous, et vous lui faites des piqûres d'épingle en lui disant « tu vas reculer ». Ben non, il ne recule pas. Et je ne dis pas que c'est un comportement que j'approuve, je dis simplement que, en tant que responsable politique,
je trouve insupportable qu'on conduise à une guerre en Europe simplement parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé. Mais vous laissez aussi entendre qu'il y a une forme de manipulation des États-Unis dans ce dossier-là. Manipulation peut-être pas, mais d'aveuglement. C'est la même affaire que l'Irak. Enfin, c'est pas la même affaire que l'Irak, pardon, qu'on ne se méprenne pas. Mais je veux dire qu'en Irak, c'est la même chose. On avait expliqué au président américain qu'il ne fallait pas envahir l'Irak parce que ça allait se terminer par un affrontement entre les chiites et les sunnites. Le président américain avait expliqué à la terre entière et dont au président Chirac qu'il allait instaurer la démocratie en Irak. Voilà, le résultat maintenant, c'est que l'Irak est aux mains, pour une part, d'un véritable ennemi de l'humanité. Donc, je ne crois pas que ça soit de la manipulation. Je pense que c'est une espèce d'aveuglement permanent, de manque de discernement qui conduit le système démocratique américain à utiliser la force. Mais il n'y a pas d'inquiétude aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a pas d'inquiétude de votre part sur la façon dont ça va se terminer. Ah, si, vous faites confiance à Vladimir Poutine pour... Je fais confiance à François Hollande, à Angela Merkel. Et, si le dialogue se poursuit, je pense que c'est que Poutine a vraiment envie d'aboutir. Sinon, il n'y aurait pas de dialogue. Voilà. Et en plus, quand on regarde, comment dirais-je, l'avenir de son pays, il a évidemment absolument pas intérêt à entrer dans une espèce de guerre qui va durer je ne sais combien de temps et qui va le mettre au banc des nations du monde. Alors, il y a le terrain international et il y a aussi la politique intérieure. On y revient avec François Hollande. Au-dessus de la mêlée, depuis le 11 janvier, le président se tient à un rôle de rassembleur d'une nation traumatisée. Lors de sa conférence de presse, il avait une seule priorité, l'unité. On l'écoute. La France a été attaquée dans ce qu'elle avait de plus sacré. Là où les terroristes voulaient la mettre à genoux, elle a fait face. Là où les fanatiques voulaient semer la peur, elle a fait masse. Là où les extrémistes voulaient la diviser, elle a fait bloc. L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République. Cet esprit-là, je dois le prolonger avec le gouvernement. Pourquoi n'y aurait-il pas des sujets, on a évoqué un certain nombre, la défense nationale, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'action diplomatique, la dignité humaine, les questions de fin de vie, les questions d'éthique. Pourquoi on ne serait pas ensemble sur ces sujets-là ? Le voilà, le président, père de la nation, rassembleur au service de l'unité nationale. Comment on fait pour contrer un discours comme celui-ci ? Il n'y a pas de raison de le contrer. Je veux dire, l'unité nationale, personne ne peut être contre, en tout cas pas moi. Ça vous asphyxie ? Et je fais partie de ceux qui, dès que le président de la République a appelé à cette unité nationale, moi j'ai répondu oui, immédiatement. La question qui est posée maintenant, c'est qu'est-ce qu'il met comme contenu à cette unité nationale ? L'unité nationale, ça ne peut pas être juste un discours et une succession de commémorations. Il n'y avait pas de réponse à ce qui s'est passé le 11 janvier Non, l'unité nationale, c'est un dialogue entre tous les Français. On rassemble les Français autour d'un projet commun. Donc ça veut dire que le président de la République devrait dialoguer avec l'opposition, par exemple, sur les moyens de lutter contre le terrorisme. Il devrait dialoguer avec l'opposition sur la politique carcérale de Mme Taubira. Il devrait dialoguer avec l'opposition sur sa politique étrangère au Proche-Orient et sur, comment dirais-je, les chances de succès de la guerre que nous avons engagée contre le totalitarisme islamique, qui, à mon sens, ne peut pas réussir, compte tenu de la manière dont elle a été engagée. Or, il n'y a rien de tout ça. On a le sentiment que le président de la République, comment dirais-je, veut utiliser l'esprit du 11 janvier, comme il l'a dit lui-même, le plus longtemps possible, et nous devrions être des spectateurs de cette unité nationale. Ça ne fonctionne pas, et les Français vont s'en rendre compte. Je pense qu'ils commencent déjà à s'en rendre compte. Et à quoi vous le voyez, ça ? C'est dangereux. À quoi vous le voyez qu'ils commencent à s'en rendre compte ? Parce que je les écoute, parce que je suis dans le pays, parce que je me déplace. Et vous disent quoi ? On commence à voir des gens qui disent ça va, on n'attend pas des discours, on attend des réponses. Et ces réponses, si on veut que ce soit des réponses qui symbolisent l'unité nationale, ça doit être des réponses communes. Moi, je lui ai fait deux propositions. Voilà, justement, je vais vous demander deux propositions. Je lui ai fait une proposition déjà avant cette affaire, il y a déjà 5 mois. Je lui avais dit dans un article dans un journal,
puisqu'on est en situation de blocage économique, faisons un agenda national, c'est-à-dire ayons un dialogue majorité-opposition. Il ne s'agit pas de gouverner ensemble. Il s'agit simplement de voir si on ne peut pas s'entendre sur 2 ou 3 mesures assez radicales pour relancer l'économie. Bon, là, je lui dis, sur la politique de lutte contre le terrorisme, sur la politique carcérale, il faut engager un dialogue avec nous. Et sur la pourquoi politique... il ne le fait pas, selon vous ? Parce que je pense que, enfin, je ne veux pas lui faire de procès d'intention, mais le sentiment qu'il donne, c'est qu'il veut faire de l'unité nationale un argument électoral. Voilà. Or, ce n'est pas un argument électoral, l'unité nationale. Et à mon avis, il y a un vrai danger à continuer dans cette direction-là, parce qu'au moment où les choses vont se cristalliser, c'est-à-dire où les Français vont se rendre compte qu'il n'y a pas de contenu dans ce discours, je pense que ça sera assez brutal. On peut prendre le cas du terrorisme, on pourrait prendre aussi celui de l'école. Est-ce que vous auriez des propositions concrètes ? Parce que ce n'est pas le tout de dire on va travailler avec François Hollande, mais il faut mettre du contenu, vous aussi. J'en mets sur la table. D'ailleurs, sur l'école, qu'est-ce qu'on dit ? On dit on va mieux former les profs, ok, c'est très bien, formidable. On va les former à enseigner le fait religieux, très bien. Les valeurs de la République, formidable aussi. Qui n'est jamais allé dans un lycée un peu difficile ne peut pas évidemment comprendre que même un professeur très très bien formé a enseigné le fait religieux, confronté à une classe totalement déstructurée avec des ados qui n'ont absolument pas envie de l'écouter, ça ne va pas fonctionner. Donc moi je dis 2 choses. D'abord, il faut abaisser l'âge de la scolarité obligatoire à 5 ans. Deuxièmement, il faut que les 3/4 du temps scolaire à l'école et au collège soient consacrés à ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire le français, les mathématiques, l'histoire, les valeurs républicaines, et qu'on élimine tout ce qui est venu s'ajouter. Quoi, par exemple ? Qu'est-ce qui est venu s'ajouter ? Aujourd'hui, c'est plus de la moitié du temps scolaire qui est sur tout ce qu'on appelle les disciplines d'éveil, etc., et qui font que l'école essaye d'accomplir 36 missions à la fois et n'accomplit pas bien la sienne. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il faut de l'autorité dans les établissements scolaires. Et on ne rétablira pas l'autorité par des mesures, par des lois, par des décrets. La seule façon de la rétablir, ce serait d'avoir des établissements assez autonomes, avec un conseil d'administration, mais avec un patron, c'est-à-dire un vrai chef d'établissement qui a un pouvoir hiérarchique sur ses enseignants, ce qui évidemment n'existe pas et ce qui va provoquer, et ça changerait quoi ? Et qui peut composer lui-même son équipe enseignante et qui peut adapter son projet pédagogique à la réalité du terrain en face duquel il est. C'est-à-dire qu'on aurait des réponses qui seraient des réponses différentes, avec un chef d'établissement qui pourrait soutenir ses enseignants quand ils sont confrontés à des problèmes disciplinaires, qui pourrait demander à des enseignants qui ne sont absolument pas faits pour faire le travail qui est le leur compte tenu des difficultés de certains établissements, d'aller voir ailleurs. Bien sûr. Ensuite, il faut que les enseignants acceptent de passer la totalité de leur temps de travail, grosso modo, dans l'établissement. Et on ne se retrouvera pas avec une éducation nationale à 2, 3, 15, 40 vitesses, avec des établissements qui vont... C'est déjà le cas. C'est le cas. Aujourd'hui, l'éducation nationale, elle est déjà à plein de vitesses. Enfin, qui peut penser un seul instant qu'il y a quelque chose de commun entre l'établissement de banlieue et l'établissement de centre-ville, entre les établissements qui sont dans les provinces les plus reculées, dans le milieu rural? C'est une illusion aujourd'hui, l'égalité devant l'école républicaine. Vous n'allez pas vous faire des amis, en tout cas dans l'éducation nationale, avec une proposition comme celle-ci, vous le savez bien. Je le sais, mais je sais aussi qu'il y a des enseignants qui aimeraient bien... D'abord, il y a plein de chefs d'établissement courageux qui font d'une façon ou d'une autre, sans en avoir vraiment les moyens, le travail que je viens d'évoquer. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont très malheureux dans leur mission. Et puis mon rôle, c'est pas forcément de faire plaisir, c'est de chercher des solutions. En tout cas, ce qui est sûr... D'avoir de l'audace. Alors j'en ai ajouté une dernière qui est symbolique et qui ne résume pas du tout de la question, mais qui vient renforcer cette affaire d'autorité, qui est l'idée de laisser les établissements imposer des tenues uniformes dans les écoles, parce que, au fond, il faut quand même quelques symboles. Je vois qu'on veut rétablir le service militaire. Peut-être qu'avant de rétablir le service militaire, il faudrait remettre un peu d'autorité à l'école primaire. Un mot d'économie, si vous le voulez bien. J'ai retrouvé une vieille interview de vous, c'était dans le Figaro Magazine, vous disiez « Hollande conduit la France à la catastrophe ». Et puis là, j'ai regardé les chiffres de la Commission européenne qui prévoit une croissance de 1% cette année, 1,8% l'an prochain, qui dit que le scénario de Paris est conforté, y compris sur la baisse des déficits. On n'est pas à la catastrophe, là? Alors, on a aujourd'hui un risque de déflation. On a un niveau de chômage qu'on n'a jamais atteint et on va prendre encore 100 000 chômeurs supplémentaires, nous dit l'UNEDIC, pour 2015. On a des investissements qui sont quasiment à zéro. On a une production industrielle qui est au niveau de 96. Et on a des perspectives de croissance de l'ordre de 1%, qui sont dues à quoi? Qui sont dues
au gaz de schiste américain, ce qui est assez cocasse, parce que nous, on ne veut pas de gaz de schiste, mais c'est grâce à ça que le pétrole baisse, qui sont dus à M. Draghi et à la BCE, qui mènent une politique assez audacieuse et un petit peu dangereuse, et qui sont dus à l'ennemi de la finance, qui prête à la France à des taux très très bas. Il n'y a pas une seule raison dans ce 1% de croissance qui soit liée à des réformes qui ont été entreprises par le gouvernement. Pas une seule. C'est dit. On revient à la politique, je sais que vous adorez ça. Pendant ce temps-là, l'UMP se débat pour trouver un moyen de lutter contre le Front National sans perdre le fil avec ses électeurs. La législative partielle dans le Doubs, sans surprise, a relancé un débat mortifère à droite. Hier, le Conseil national de l'UMP a révélé une nouvelle fois la fracture dans le parti. Laurent Saïda Diop et Dominique Lemarchand. Marcher, oui, mais tous dans le même sens. Voilà l'image que Nicolas Sarkozy voulait donner. Une famille UMP réunie, tous les leaders à l'unisson. Si vous êtes très content, vous applaudissez beaucoup. Si ça ne vous plaît pas, vous applaudissez pas du tout. Mais on donne le sentiment qu'on est une famille indestructible parce qu'unie. Et pourtant, toute la semaine, l'UMP s'est déchirée autour du fameux Nini. L'attitude à adopter face au duel PS-FN dans le Doubs. Il y a eu des prises de position divergentes, je vous l'accorde. C'est pas de la cacophonie, ça, selon vous? Non, c'est simplement, vous savez, ça va vite rentrer dans l'ordre, parce que ni les uns ni les autres n'ont le goût du suicide. Nicolas Sarkozy aura mis plus de 2 jours à faire trancher la question. Et surprise, ce n'est pas sa ligne qui l'a emporté. Le président de l'UMP aurait-il perdu un peu de son autorité ? Il a, en choisissant d'être président de l'UMP, abdiqué volontairement d'une partie de sa liberté. Il la retrouvera le moment venu. Pour l'instant, son rôle, c'est de garantir l'unité. Il le fait, je crois, en prenant parfois beaucoup sur lui. Je trouve ça assez admirable. Je ne suis pas toujours capable moi-même de prendre autant sur moi. L'autorité, c'est de savoir accepter une partie des idées de l'autre, parce qu'on n'a pas peur que ça vous remette vous-même en question. Sarkozy le conciliant, visiblement Alain Juppé n'y croit pas. Il avait annoncé qu'il viendrait équipé avec casque à boulon et gilet pare-balles. Ni gilet pare-balles, ni casque à boulon. Allez, ayez un peu le sens de l'humour, je suis sûr que vous l'avez. De l'humour, et pourtant, l'idée n'était peut-être pas si mauvaise. J'étais il y a 2 jours en Haute-Garonne, soutenir les candidats aux élections départementales. Eh bien, partout, c'est l'union de l'UMP, de l'UDI et je le dis aussi du MoDem qui va peut-être nous permettre de reconquérir ce département. Allez-y, allez-y. Hué pour avoir fait entendre sa différence sur la ligne politique du parti et il persiste. Mais vous savez, vous ne me ferez pas hésiter, je vous aime tant que je suis prêt à tout accepter de vous. Si vous voulez me siffler, sifflez-moi. L'unité, un exercice plutôt laborieux à l'UMP. Tant bien que mal, le parti se met en ordre de bataille. Prochain test électoral, les départementales en mars. Et quand vous voyez ces images, vous y croyez au nouveau Nicolas Sarkozy dans le rôle de rassembleur d'une famille divisée ? D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais de nouveau. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ne change pas, personne ne change jamais. Je trouve que ce Conseil national, qui était difficile, tranchait quand même avec les 2 années qu'on a vécues où il y avait un débat politique qui visait, qui volait au-dessous du niveau de la ceinture. D'ailleurs, il y a une chose que personne n'a remarqué, mais que ce Conseil national était le premier Conseil national de l'UMP depuis 2012. Il n'y en avait jamais eu entre 2012 et 2015, ce qui quand même en dit long sur l'état dans lequel se trouvait le mouvement. Sur le Nini, sur la ligne politique, cette fracture-là, vous-même, vous avez énormément changé de position là-dessus. C'est un sujet très très difficile et honnêtement, je trouve que qu'il y ait des avis différents à l'UMP, que ça soit exprimé comme hier, c'est inévitable. D'abord parce que on est un rassemblement très très divers. Il faut se souvenir qu'on a mis dans la même famille politique des centristes, des libéraux et des gaullistes. C'est pas si simple que ça. Ça demande beaucoup de travail. Et il faut reconnaître d'ailleurs qu'Alain Juppé, quand il était à la tête de l'UMP, avait fait ce travail pour que la mayonnaise prenne sur des sujets très, comment dirais-je, très qui touche vraiment souvent aux tripes des militants, comme cette affaire du Front National, ou du vote pour le PS plutôt, parce qu'en fait c'est le sujet du vote pour le PS. Bon, il y a des fractures, il y a des différences d'appréciation qui sont très fortes, mais qui ne sont pas de nature à faire exploser l'UMP.
Parce que, en tout cas, sur un sujet comme celui-là, on est en face d'une élection partielle, dans le Doubs, et donc on n'est pas en face je vous de la République qui s'effondre. Je vous entends dire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on se projette dans le cas d'une présidentielle avec un Front National au second tour, vous n'avez plus du tout d'état d'âme. C'est ça que vous voulez dire? Bien sûr, ça veut dire que... Vous voteriez sans hésiter pour un candidat PS à la présidentielle? Oui, et j'espère qu'un candidat PS voterait pour moi à l'élection présidentielle dans la même situation. Il est pas... Moi, je combats le Front National de toutes mes forces. Je considère que l'arrivée au pouvoir du Front National, ce serait un désastre pour notre pays, qui conduirait d'ailleurs sans doute à la violence, qui conduirait Alors à justement, je vous laisse entre les mains de Claude Veil qui a... Voilà. Mais c'est pas ce que l'élection du Doubs va provoquer, quel que soit On verra, le résultat. On n'a pas encore les résultats, ça se passe en ce moment. Quel que soit Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous nous avez dit que les hommes ne changent pas, mais la réalité, elle, change. Et moi, une chose qui m'intrigue, qui ne laisse de m'étonner, c'est qu'au fond, les grands partis politiques, le PS et l'UMP, et vous-même d'ailleurs, font comme si rien n'avait changé. Comme si, comme depuis 40 ans, l'alternance, c'était... dans un système bipartisan, les socialistes ou l'UMP ou les socialistes. Mais ce n'est pas ça la réalité. Ça n'est plus du tout la réalité. La réalité, c'est que nous sommes passés dans un système tripartisan, voire quadri, puisqu'il y a le premier parti de France aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, c'est le Front National. Tous les sondages annoncent que Marine Le Pen devrait être en tête de la présidentielle. Et par ailleurs, il y a une gauche de la gauche qui refuse absolument d'être associée à une politique, disons, de modernisation, d'adaptation de la France aux contraintes internationales. Donc, la question, c'est avec qui on gouverne? Comment, dans quelle configuration, dans cet état de la société politique française, avec qui on gouverne? Si demain vous êtes président de la République, avec qui allez-vous appliquer votre programme de rupture, étant entendu qu'aujourd'hui, je prends par exemple la dernière élection nationale, PS plus UMP, ça fait même pas 45%. Et malgré l'impopularité abyssale du gouvernement et de la gauche, l'UMP plafonne à 25% des voix. Est-ce qu'on peut appliquer un programme comme le vôtre quand on a un soutien politique qui représente un quart de l'opinion publique? Alors d'abord, il ne vous a pas échappé qu'à l'élection présidentielle, aucun président peut être élu avec 25% des voix. Oui, mais c'est la réalité des forces. Oui, mais enfin, après, il y a le second tour. C'est la réalité des forces à une élection européenne. C'est la réalité des forces à je ne sais quelle élection locale. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, je ne dis pas que vous n'aurez pas peut-être demain raison, et j'en serais désolé d'ailleurs, que c'est la réalité à une élection législative ou à une élection présidentielle. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut quand même pas s'avancer aussi vite que ça, en expliquant que le Front National est devenu le premier parti de France. Il n'y a pas une majorité de Français qui sont prêts aujourd'hui à choisir le Front National pour gouverner le pays, en réalité. Loin de là, loin de là. Alors, la question de savoir si les vieux partis politiques que nous représentons sont, comment dirais-je, un peu autistes par rapport à cette situation, il y a sûrement une part de vérité, parce qu'on est enfermé dans des schémas de pensée, parce qu'on s'oppose souvent en brandissant des espèces de concepts idéologiques qui correspondent plus beaucoup à la réalité de la société d'aujourd'hui, et on a tous besoin, comment dirais-je, d'un grand bol d'air et d'une grande cure de modernisation, de modernité. Mais est-ce que ça doit conduire à la fusion des deux partis de gouvernement? Non, évidemment. Parce que pas forcément la fusion. Non, mais enfin, en tout cas... Regardons autour de nous. En Italie, il y a un gouvernement de gauche, centre-gauche, centre et centre-droit. En Allemagne, il y a un gouvernement d'union nationale, de grande coalition, sociodémocrate, chrétien-démocrate. Et je pourrais continuer. Voilà, mais vous savez bien pourquoi nous, on n'est pas dans cette situation. Il y a sans doute des raisons historiques, culturelles profondes, mais il y a surtout une raison électorale. On a un mode de scrutin et surtout une élection présidentielle qui clive. Oui, parce qu'il n'y a qu'un seul président de la République, donc il ne peut pas être découpé en tranches. Et c'est vrai que quand on regarde les autres pays européens, on peut avoir le sentiment que, comment dirais-je, l'évolution de la démocratie, c'est la coalition et c'est l'obligation de travailler ensemble. Et il est incontestable que notre pays a besoin d'évoluer dans ce sens. Il a besoin d'évoluer avec des organisations syndicales qui devraient être plus coopératives et des formations politiques qui devraient pouvoir parler ensemble. Est-ce qu'il faut changer les institutions pour ça ? On avait fait une tentative avec Nicolas Sarkozy d'ouverture. Je rappelle qu'il y avait des socialistes au gouvernement. Ça s'est pas bien terminé. De coalition. Si Marine Le Pen sort en tête, et si, comme vous le dites, évidemment l'UMP appellera à voter socialiste, et réciproquement, est-ce que la suite logique, ça n'est pas forcément un gouvernement d'union nationale,
sans le Front National, l'occasion que Chirac a laissé passer en 2002. C'est en tout cas ce que j'appelais tout à l'heure un agenda national. Je ne sais pas si c'est un gouvernement d'union nationale, parce que gouvernement d'union nationale, ça veut dire l'alliance entre des partis qui sont tellement éloignés, qui ont une tradition de combat, qui sur le terrain ont des intérêts tellement différents, qu'en revanche on cherche à proposer aux Français ce que j'appelle un agenda national, c'est-à-dire un programme de redressement qui se limite à l'essentiel et autour duquel on puisse rassembler des gens qui viennent à la fois de la droite et de la gauche ou du centre-gauche. Je pense que ce sera indispensable. Et c'est d'ailleurs sans doute ce qui aurait dû être fait en 2002, après qu'on ait eu une première, alerte avec la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc si vous êtes élu avec le soutien des voix socialistes, vous appelez les socialistes au gouvernement? Je ne dis pas que j'appelle les socialistes au gouvernement. On peut aussi faire un gouvernement avec des personnalités qui sont... ça, c'est du débauchage, ça. Non, avec des personnalités qui sont, un peu au-dessus de cette mêlée-là. Avec des personnalités qui renouvellent les perspectives politiques. Parce qu'on voit bien que ce système est très à bout de souffle. Ils existent, ces gens-là? Ils existent, bien sûr. C'est qui ? Il y a plein de gens de talent dans notre pays, mais vous imaginez que c'est pas maintenant qu'on va en parler. Le seul fait d'en parler, ce serait déjà les détruire à l'avance. Moi, je pense qu'il faut, pour enclencher un programme de rupture, il faut un commando. Il faut un commando dans lequel il doit y avoir... Il faut une assise politique, mais c'est quand même l'élection présidentielle qui vous la donne, l'assise politique. Et il faut un commando qui soit dans lequel il y ait une sorte d'hybridation entre le monde politique et la société civile. Ça n'a jamais marché. Non, il ne faut pas dire ça comme ça. D'abord, c'est pas vrai. Il y a eu des dans les gouvernements de la Ve République, au début de la Ve République, il y a eu énormément de ministres qui étaient des techniciens, qui étaient des gens remarquables et qui n'avaient jamais fait de politique. Ça n'a pas marché plus récemment parce que on a lancé dans la fosse aux lions qu'est le Parlement des hommes qui avaient sans doute une très très grande technicité, mais qui n'avaient pas la moelle pour imposer leur discours. Et c'est très très important. Hein. Je pense que dans les critères de choix d'un ministre, il doit y avoir sa compétence technique, mais il doit y avoir aussi sa capacité à convaincre et sa capacité à affronter une certaine adversité. Parler, je me dis que vous avez déjà votre commando. En tout cas, j'ai une idée de ce que ça pourrait être. J'ai une idée de ce que ça pourrait être, et c'est un tout petit nombre de personnes. C'est 10. J'ai l'habitude de dire 15 parce que c'est un chiffre comme ça qui... Voilà. Mais quand je fais la liste j'essaye de faire les intitulés des ministères, j'arrive pas à en trouver plus que 10. J'insiste lourdement, mais vous avez vu les difficultés que vous-même avez éprouvées à mener vos réformes avec une base électorale qui allait s'amenuisant. De la même façon que les gouvernements Ayrault et Valls se heurtent à cette difficulté d'avoir une base politique insuffisante. Si vous êtes demain président de la République, élu contre Marine Le Pen, avec une majorité présidentielle reconfigurée, puisque ça serait bel et bien une majorité présidentielle socialiste UMP. Est-ce que la logique ne conduit pas à aller vers une coalition de ce que Marine Le Pen appelle l'UMPS? Est-ce qu'au fond, l'UMPS n'est pas une... Vous résumez le peuple français à deux étiquettes, socialiste, UMP. Vous voyez bien, il y en a un qui a 150 000 adhérents, l'autre qui en a, 180 000. Enfin bon, je sais bien que ça représente des familles politiques. Et des millions de voix aux élections. Oui, mais des millions de voix parce que ça correspond aussi à l'offre. Je pense qu'il y a toute une société aujourd'hui qui aspire à participer à la vie politique, qui a envie d'envoyer promener complètement ce système. Je ne pense pas que ça soit possible de l'envoyer promener, d'ailleurs j'essaye de le leur dire parce que je dialogue avec eux, et qu'il faut réussir à faire rentrer dans ce jeu pour pas laisser le face-à-face. Parce que résumer comme vous venez de le résumer, c'est intelligent, mais pour la grande majorité des électeurs de droite, si je leur réponds à l'instant qu'on va faire une majorité socialiste UMP, c'est terminé, c'est même pas la peine d'essayer. Je crois que vos jeunes militants sifflent le MoDem, je me dis qu'ils ne sont pas encore tout à fait prêts, en effet, à accepter l'idée de gouverner avec d'autres. Bien sûr, et c'est valable de la même façon au Parti Socialiste. J'assiste au débat sur la loi Macron en ce moment, et M. Macron n'est pas un idéologue et un sectaire, mais on ne peut pas discuter. Je veux dire, j'ai essayé
essayé de lui proposer un certain nombre d'amendements qui pourraient redonner un peu de punch à l'économie française et qui pourraient être consensuels, puisque c'est des sujets sur lesquels il s'est exprimé positivement lui-même. Il a dit lui-même que les 35 heures, fallait y toucher. Il a dit lui-même qu'il fallait toucher à l'indemnisation du chômage, qu'il fallait toucher au seuil. Il n'y a aucun dialogue possible. Il est prisonnier de son parti. Il est totalement prisonnier de son parti. D'ailleurs, on voit dans les débats sur la loi Macron qu'ils sont essentiellement entre eux, les débats, et pas tellement avec nous. Merci beaucoup, Claude. Une dernière question, non, c'est bon. Allez, vous aimez toujours la photo? Oui, bien sûr. Nous allons passer aux photos d'actualité, si vous voulez bien. Un homme, il sera à la barre, entendu dans l'affaire DSK du Carlton de Lille, Dominique Strauss-Kahn. On va faire le clair sur un documentaire qui a été diffusé par Canal+, et qui dit que vous avez donné votre autorisation pour des écoutes administratives sur Dominique Strauss-Kahn en 2010. Voilà, des écoutes, il paraît qu'il y aurait une clé USB qui circulait dans les lieux de pouvoir, écoutes dans lesquelles il est question de prostituées. Tout ça est totalement faux. Totalement faux. Les écoutes administratives sont sous couvert du Premier ministre, qui naturellement n'en a pas connaissance, sous contrôle d'une commission parlementaire dans laquelle il y a la gauche et la droite. Et à aucun moment, je n'ai entendu, pendant les 5 ans où j'ai été à Matignon, j'ai entendu parler de Dominique Strauss-Kahn dans quelque affaire que ce soit, sauf le soir où l'on m'a téléphoné pour me dire qu'il avait été arrêté à New York. On avance avec une autre image. Abu Dhabi. Nicolas Sarkozy est allé faire une conférence à Abu Dhabi alors qu'il y avait le feu à l'UMP. On lui a reproché, je sais que vous ne voulez pas parler de ça, je vous ai déjà entendu sur le sujet, à moins que vous ayez changé d'avis. C'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que je trouve que chacun est libre de conduire sa vie comme il l'entend. Je trouve que ce procès permanent... Vous en faites des conférences? Il m'arrive d'en faire. Elles sont rémunérées? Pas au même niveau, il m'arrive d'en faire. Et elles sont rémunérées? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi vous dites pas au même niveau? Pas au même niveau de rémunération. Voilà, pourquoi? Parce que ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Voilà. D'accord, mais donc ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui font des émissions de télévision, et je trouve que je trouve ça très... Je trouve que c'est vraiment un mauvais procès qu'on lui fait. Voilà, j'ai des tas d'autres sujets de discussion avec Nicolas Sarkozy, pas celui-là. On peut vouloir gagner de l'argent et continuer à vouloir être candidat à la présidentielle. Il n'y a pas de message contradictoire à vos yeux? Non, je crois Gagner pas. 150 000 €, je crois que c'est le montant. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant, je connais vous, pas le montant. Vous, c'est combien une conférence François Fillon? Mais je n'ai pas de raison de vous le dire. C'est beaucoup moins que ça. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. On ne saura pas. Beaucoup. Allez, on passe aux questions des téléspectateurs. La France est-elle toujours en faillite? Oui, bien sûr. La France dépense beaucoup plus qu'elle ne gagne. La France ne vit que grâce à des taux d'intérêt extrêmement bas qui ne dureront pas éternellement. Et la France voit une grande partie de ses talents et de ses fortunes la quitter. Donc elle serait en situation de faillite si ce n'était pas un État, pour dire les choses simplement. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour vous imposer face à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé lors des primaires? Ben ça, vous le verrez au moment des primaires. Je ne vais pas vous la dévoiler maintenant, comme ça. Et puis, sa stratégie, elle est transparente, ma stratégie. Ouais. Elle consistera à continuer à avancer sans dévier de ma voie. Il va se passer encore plein de choses. Il y aura encore plein, j'imagine, d'attaques dans tous les sens. Il y aura vous encore le croyez des crises. Vraiment? Bien sûr. Il y aura encore Mais des vous êtes crises. devenu parano? Non, je ne suis pas devenu parano. Je pense que quand on décide de se lancer dans la course à l'élection présidentielle, on est exposé à toute une série d'attaques qui sont destinées à vous détruire. C'est comme ça. C'est comme ça depuis le début de l'histoire de cette élection. Mais vous dites même pas peur, quoi. Non, parce que j'ai confiance dans le projet que je porte. Et ce que je veux, c'est arriver à la primaire avec un projet qui sera un projet partagé par un très grand nombre de Français, parce que j'essaye, à travers les déplacements que je fais, de le faire partager par les Français. Voilà, et donc j'ai pas d'autre stratégie. Une remarque d'un téléspectateur ou d'une téléspectatrice, ce n'est pas en faisant travailler les Français jusqu'à 65 ans et en supprimant les 35 heures que les problèmes seront résolus. Mais il faut dire à cette Française qu'on est le seul pays en Europe qui ne veut pas reconnaître cette réalité. On travaille 200 heures de moins que les autres et on part entre 2 et 3 ans plutôt que les autres en retraite. C'est pas anormal qu'on ait quelques difficultés à vendre nos produits et qu'on ait quelques difficultés à financer notre train de vie. On vit beaucoup plus longtemps. La moyenne dans la quasi-totalité des pays européens de départ à la retraite, c'est 65 ans. Il faudra peut-être aller vers des choses plus souples, où on pourra travailler pour ceux qui veulent après 65 ans et partir un peu plus tôt. Mais enfin, il faut quand même avoir présent à l'esprit que dans la compétition mondiale, des gens qui travaillent 200 heures de moins que leurs voisins
voisins et qui partent en retraite 3 ans plus tôt ne peuvent pas réussir. Voilà. Ça ne résoudra pas tout, mais ça aidera à la compétitivité de la France. Ça améliore immédiatement, de façon extrêmement puissante, la compétitivité de l'économie française et ça supprime un déficit. Parce que ce qu'elle oublie, cette dame, c'est qu'en continuant à partir en retraite plus tôt que les autres, on ne finance pas les régimes de retraite. Allez, ça veut dire que question. peut-être que cette dame, le jour où elle voudra toucher sa retraite, elle ne pourra pas la toucher. Alain Juppé voudrait se rapprocher du centre et du MoDem. Qu'allez-vous devenir ? Mais moi, je me rapproche de tout le monde. Je n'ai pas d'exclusif. D'ailleurs, j'avais, comme Alain Juppé, souhaité que l'UMP soutienne la liste UMP Modem à Pau, parce que j'estimais que c'était mieux de faire élire une liste UMP Modem ou Modem UMP qu'une liste socialiste. Vous le voyez toujours, François Bayrou ? Et il m'arrive de lui parler. Je lui ai dit de façon très claire que je n'avais absolument pas compris sa position au moment de l'élection présidentielle. Je lui avais d'ailleurs dit, au moment où il l'a prise entre les 2 tours, mais je ne lance d'exclusif contre personne. Je veux dire, il faudra rassembler. Nicolas Sarkozy a pris des socialistes dans son gouvernement. Il peut bien reprendre. Voilà, donc non, mais ça veut dire simplement que les militants UMP doivent comprendre que, évidemment, François Bayrou a commis une faute en faisant élire, en participant largement, comme Mme Le Pen d'ailleurs, en faisant élire François Hollande d'une certaine façon. Mais il représente un courant de pensée, et ce courant de pensée, je souhaite qu'il soit dans la majorité plutôt que dans l'opposition. Faut-il continuer à prêter au gouvernement grec ? Alors, il faut surtout arrêter de dire que c'est l'Europe qui met la Grèce dans la difficulté. La vérité, c'est que si la Grèce est dans la difficulté, c'est juste de sa faute. Les gouvernements grecs ont doublé le nombre de fonctionnaires, doublé leur rémunération avant la grande crise financière de 2008. Ils ont fait des efforts depuis nous leur avons prêté 225 ou 230 milliards d'euros. Et aujourd'hui, avec toutes les mesures qui ont été prises, la dette grecque, en fait, a déjà été amputée de 40%. Et j'ajoute qu'ils remboursent, en termes de PIB, moins que les Italiens, moins que les Espagnols, la réponse est oui ou non ? moins que les Portugais. Faut-il continuer à prêter au gouvernement grec ? Oui, bien sûr, il faut continuer à lui prêter, mais il faut que le gouvernement grec ne brandisse pas la menace de ne pas nous rembourser, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit les contribuables européens, parce que ce sont les contribuables européens, qui payent une gestion qui a été une gestion désastreuse. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait dans la presse française des hommes et des femmes, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup, qui disent ce que je viens de dire. Par exemple, que la Grèce rembourse moins aujourd'hui en termes de PIB que l'Espagne, l'Italie, le Portugal ou l'Irlande. Pour quelles raisons les électeurs votent-ils pour le Front National ? Je pense que la principale raison, il y en a sûrement beaucoup, mais la principale raison, c'est qu'ils ont le sentiment, d'une certaine façon à juste titre, que la droite et la gauche ont échoué à enrayer le déclin du pays. Et que les politiques qui ont été conduites n'ont pas permis de lutter contre le chômage, qui est quand même la manifestation la plus forte de ce déclin. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui qu'il faut avoir du courage, qu'il faut un programme de rupture, et qu'il faut vraiment faire les choses, et qu'il faut les faire vite. Et je parlais de commando tout à l'heure, je pense qu'il faut un commando qui, dans les 3 premiers mois d'un quinquennat, puisse mettre en œuvre les 6 ou 7 réformes clés qui permettront de faire redémarrer l'économie, même si c'est un peu difficile et même s'il faut affronter des mécontentements. Alors, je vous posais cette question aussi sur le Front National parce qu'il y a une législative partielle qui est en cours. On n'a toujours pas les résultats, ce qui prouve que c'est serré, forcément, puisque le scrutin est clos depuis à peu près 1 heure. Quoi qu'il se passe, vous ne regretterez pas le nini ? Mais en aucun cas. En aucun cas. Même si c'est un élu Front National qui fait son entrée à l'Assemblée nationale. S'il y a un élu de plus du Front National à l'Assemblée, ça ne va pas changer grand-chose à la politique qui est conduite. Et s'il y a un élu socialiste de plus, ça ne permettra simplement au Parti socialiste de dire que la politique qu'il mène est la bonne. Moi, j'ai connu une époque où, grâce à François Mitterrand, il y avait 25 ou 30 députés Front National à l'Assemblée. Merci François Fillon. En fait, avec vous, il faudrait commencer les émissions par la fin. Vous êtes plus souriant à la fin qu'au début. Allez, c'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine. On n'est pas que des cobayes. Très belle soirée sur France 5.